Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, Bonjour, bonjour. bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, bonjour, bonjour, vous m'entendez bien là, je pense. Hop, on attend que les dernières personnes arrivent dans le Zoom et puis on va commencer sans plus tarder, dans 2 3 minutes. Bonjour tout le monde, bah écoutez, on va commencer. Alors aujourd'hui, comme prévu, donc le Zoom d'aujourd'hui va concerner uniquement la nouvelle stratégie directionnelle qui sera d'ailleurs disponible dès mercredi prochain. Où vous pourrez déployer, vous pourrez déposer vos capitaux là-bas pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, ce sera la même structure, smart contract, on y reviendra plus tard. Et aujourd'hui, voilà, on va se concentrer vraiment sur expliquer la stratégie, c'est de la vulgariser, répondre au maximum de questions pour que tout simplement vous compreniez bien le nouveau produit d'investissement, les risques, les rendements attendus et comment du coup vous voulez allouer votre capital sur ce type de stratégie. Donc je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous voyez bien, que ça bug pas? Si oui, on commence. Parfait, c'est OK, super, yes, excellent. Donc, la nouvelle stratégie, déjà, on l'appelle Dynamic Hedge Ratio. Pour rappeler un petit peu à tout le monde, qu'est-ce que c'est que le hedge? Le hedge, c'est tout simplement la couverture. Une stratégie de delta neutre, concrètement, elle est hedgée à 100%. Ok. Une stratégie directionnelle, elle n'est hedgée pas à 100% ou bien euh, à 50%, à 20%, peu importe. Donc, dans le nom, on retrouve en fait la particularité de la stratégie qui va nous permettre d'arbitrer entre le risque. C'est-à-dire de temps en temps, on va être plus ou moins hedgé, donc plus ou moins couvert sur le marché. Une couverture, c'est par exemple, je détiens du Bitcoin, bon bah je vais ouvrir une position short, ok, pour me couvrir potentiellement sur la baisse du Bitcoin. Par contre, ça va bien entendu bloquer mes gains, ok. Donc, les stratégies directionnelles et donc toutes les stratégies, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le rendement rapporté au risque, au maximum drawdown et aussi certains ratios, notamment le ratio de Sharpe, qui va nous donner une indication un petit peu sur la volatilité des rendements et la distribution des rendements, est-ce qu'ils sont plus ou moins réguliers. Ok. Typiquement, une stratégie avec un Sharpe au-dessus de 2, on considère que c'est une bonne stratégie robuste dans le temps. Ok, donc là, ce que je vais vous présenter, pardon, c'est tout simplement un backtest de la stratégie qui a été effectué donc sur la période que vous voyez ici de 784 jours entre mars 2024 et avril 2026, ok, avec différents paramètres de la stratégie. Donc sur cette période de test, donc on a testé avec les vraies datas d'Hyperliquid, bien entendu. Ok, donc notre univers de trading là, on va trader majoritairement des cryptos, ok, à 90%. On peut avoir dans notre portefeuille de temps en temps des matières premières ou bien des indices ou des actions AAA, donc très bien notées. Et donc la plateforme sur laquelle on trade, ça bouge pas, on reste toujours sur Hyperliquid. Voilà, donc l'échange décentralisé qu'on connaît bien maintenant. La distribution de la stratégie, pareil, via un smart contract. Vous gardez la propriété des fonds où néanmoins ils sont détenus dans le smart contract et non pas chez Artena ni dans les personnes, chez les personnes qui traitent, tout simplement. On est sur une stratégie directionnelle et en fait, si vous voulez, elle s'articule comment? En fait, on va avoir deux paniers de positions. Ok, un panier qu'on va appeler le panier long, qui va comporter toutes nos positions haussières, et un panier short, ok, qui va lui avoir que des positions, bien entendu, baissières. Typiquement, le panier long va être beaucoup plus concentré. Ok, donc on aura, vous allez voir, hein, vous pourrez aller voir aussi sur le lien Hyperscan et vous pourrez suivre les positions en direct, mais on aura majoritairement du Bitcoin ou bien des altcoins qui ont vraiment une forte croissance, un gros momentum. Mais voilà,
on sera capé à peu près à 4, 5 actifs environ maximum sur le panier long. Okay. Par contre, le panier short, lui, qu'est-ce qu'on a fait pour définir voilà, quels assets on a mis dans le panier short? On a tout simplement étudié les 170 cryptos environ qu'il y a disponibles sur Hyperliquid. Chaque projet, derrière les projets, est-ce qu'il y avait des levées de fonds? Quand est-ce que ces levées de fonds ont été faites? Quand est-ce que ces VC, du coup, vont récupérer leur argent et vont potentiellement vendre leurs tokens qu'ils ont achetés à un prix préférentiel? Et les revenus, bien sûr, parce qu'une crypto, derrière chaque crypto, mis à part le Bitcoin ou même le Bitcoin, derrière chaque crypto, il y a un projet. Ce projet, il génère des revenus ou non. Et l'équipe derrière le projet décide de réinjecter ces revenus-là dans le token ou non, okay, dans la crypto. Et donc, c'est ce qui va fortement driver la valeur, en tout cas la valorisation d'une crypto, ces revenus derrière et quelle part de ces revenus-là sont réinjectés de manière directe ou indirecte dans le prix de la crypto. Okay. Donc, après avoir évalué ces 170 cryptos, eh bien, on les a toutes classées et notées. Okay. Bien sûr, ce sont des notations qui sont dynamiques et elles évoluent en fonction du temps, tout simplement, et des revenus que les projets concernés génèrent. Ensuite, on va aller sur une petite partie statistique et vous allez voir que c'est assez amusant de voir un petit peu la distribution des projets qui réussissent et qui ne réussissent pas en crypto. Okay. Donc voilà, un rendement annualisé aux alentours de 60%, plus, moins à peu près, et un drawdown maximal de 14% sur, bien sûr, la période observée. Okay. Voilà pour ce qui est de l'introduction. Donc maintenant, on va se concentrer, je vais vous expliquer vraiment la thèse derrière. Pourquoi est-ce que dans notre stratégie, on a potentiellement 3 actifs sur lesquels on est haussier et la majorité du temps, on va avoir 15, 20, 30 actifs sur lesquels on est baissier. Alors, sur le panier short, donc qu'est-ce qu'on vient regarder? On va regarder ce qu'on appelle la dilution programmée. Qu'est-ce que la dilution programmée? Donc, ces tokens, ils sont listés, ok, donc sur les plateformes d'échange, avec une offre bien définie, ok, une offre de token totale ou en circulation qui est bien définie. Il faut bien rappeler que le prix d'un actif ou le prix d'une crypto, il est, comme tout prix, comme tout bien, comme tout service, déterminé par l'offre et la demande. Donc, c'est comme ça qu'on va venir calculer un prix, tout simplement. Donc, le vesting, c'est ce qu'on appelle voilà quand un VC, un venture capital investit sur un projet crypto. Voilà, un projet crypto, il va sortir dans 6 mois, il fait sa levée de fonds, il va à San Francisco, peu importe, contacte plusieurs VC, il lève 150 millions de dollars. Ces 150 millions de dollars là en crypto, la majorité du temps, eh bien le projet crypto va dire ok, passez-nous ces dollars et en échange, on va vous passer des tokens. Donc une part de l'offre totale, retenez bien, de la crypto. Okay. Bien entendu, les VC, donc ces fonds d'investissement-là, n'ont pas le droit de vendre directement dès que la crypto sort, okay, parce que sinon, ça voudrait dire que voilà, la crypto, dès qu'elle sort, elle doit absorber un volume vendeur d'au minimum 150 millions de dollars. Okay. Sachant que la crypto sort toujours à un prix supérieur au prix auquel elle a fait ses levées de fonds. Typiquement, on a des vestings classiques. Donc, le vesting, c'est la durée pendant laquelle le venture capital, donc l'entreprise qui a investi dans un prix préférentiel dans un projet, ne peut pas vendre ces cryptos-là. Okay, donc, elles sont bloquées. J'ai investi 150 millions de dollars dans Solana, par exemple, avant que ça sorte. La team Solana m'a dit, écoute, tu vas pouvoir vendre tes tokens Sol qu'on t'a passé, qu'on t'a vendu à cette valorisation-là dans 12 mois, 36 mois et plus. Ok, de manière linéaire ou non, un petit peu tous les 4 mois. Voilà, ça, ce sont des contrats qui sont en interne avec les VC. Donc, forcément, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique une pression vendeuse. Et donc, c'est pour ça qu'on vient regarder quelles levées de fonds ont été faites sur tous ces projets-là, par qui, okay, quels VC, est-ce qu'ils sont bien réputés ou pas, et sous combien de temps cette pression vendeuse-là, donc de la levée de fonds, va arriver sur le marché. Ok. En deuxième point, on regarde essentiellement aussi la demande, donc tout simplement la demande organique. Qu'est-ce qu'on appelle la demande organique? Les vrais utilisateurs qui vont utiliser le produit.
les traders qui vont trader sur Hyperliquid, par exemple, si on veut se positionner sur le token d'Hyperliquid, combien d'adresses actives il y a sur le protocole. Et donc, ça nous permet d'évaluer la demande comparée à l'offre qu'on a derrière. Okay. Donc, sur l'échantillon du backtest et sur plein d'autres cryptos, hein, c'est voilà, en moyenne, d'ailleurs, sur les 170 cryptos que Hyperliquid list, on est à peu près à moins 90%, moins 93% de dépréciation depuis le listing. Depuis qu'ils sont sortis, ces cryptos-là, en moyenne, elles ont perdu plus de 90%. Okay, ou bien depuis leur plus haut. Donc voilà, ça fait la majorité des projets crypto qui, au bout d'un an, 2 ans, eh bien, finissent tout simplement par se retrouver leur vrai prix, si je puis dire, et perdre énormément de valorisation. Ok. Notre panier long principal, Bitcoin. Pourquoi Bitcoin? Parce qu'avec l'arrivée des institutionnels, ça restera, avec les stablecoins, l'actif le plus convoité par les instituts et donc les gros volumes. Et donc, on sait que sur le long terme, eh bien, si demain tout le marché crypto prend 30%, eh bien, 99, dans 99% des cas, Bitcoin aura pris aussi également de la croissance. Ok. Hype, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bon, Hyperliquid avec son énorme part de marché, 70% sur les échanges décentralisés, c'est un protocole qui génère énormément de revenus, ok, qui a très peu de charges aussi également, que ce soit au niveau régulation, mais aussi au niveau de leur team tout simplement. Ils n'ont pas fait de levée de fonds, ça aussi c'est très très important. Et c'est un protocole qui est voilà qui est en pleine croissance et on l'a vu sur les RWA aujourd'hui, les plus gros volumes sur les actifs digitaux tokenisés, enfin sur les actifs du monde réel tokenisés, se font en partie sur Hyperliquid. Donc c'est pour ça qu'on vient venir aussi se placer sur le hype dans le panier long. Maintenant, on va revenir sur ce que je vous disais. Donc, quand on parle de dynamic hedge ratio, eh bien, nous, on vient le contrôler avec un facteur, voilà, qu'on va appeler alpha, ok, donc, qui est une variable. Et alpha, tout simplement, ça va nous servir à contrôler notre ratio de hedge. Soit on veut être hedgé, par exemple, dans un marché haussier, on veut plutôt être hedgé entre 0,25, enfin 25% et 50% du portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. On a un panier long de 100 000 dollars. Eh bien, dans un marché haussier, si on a alpha à 0,25, donc à 25%, ça voudra dire qu'on a 25 000 dollars en short pour 100 000 dollars en long. OK? Sur un marché baissier, bah, potentiellement, on va bien sûr augmenter la part du capital alloué au panier short, bien entendu. Donc, on peut aller entre 0,5 et 1,20 en moyenne. Voilà, donc ça, c'est selon les régimes de marché. Et maintenant, vous allez me dire, bah, comment vous savez si on est dans un marché haussier ou baissier? Tout simplement, en prenant des indicateurs de longue période. Ok. Donc, typiquement des moyennes mobiles sur des périodes élevées, 200, 300, 500, plus, pour avoir des trends, donc savoir si on est sur un marché baissier ou haussier à moyen terme. Ok. Là, sur ces stratégies directionnelles-là, on ne cherche pas à aller faire du court terme et aller faire du day trade, c'est-à-dire chercher des opportunités sur 1 heure, 2 heures, ou sur la journée, ou sur la semaine. Non, on cherche à avoir un billet, ok, baissier ou haussier. Ça, c'est la première chose qu'on fait. En fonction de ce billet, donc là, concrètement, typiquement aujourd'hui, on est dans un marché baissier. Ok. Tous les altcoins sont pratiquement au plus bas. Le Bitcoin oscille sur la barre des 60 000 dollars, 64 000 dollars. Donc, on est clairement dans un marché baissier, forte instabilité géopolitique, les prix du pétrole qui sont relativement hauts. Voilà, là, c'est pas compliqué de savoir si on est dans un marché baissier ou haussier, en tout cas aujourd'hui. Et donc, en fonction de ça, on va ensuite paramétrer notre facteur de couverture pour être plus ou moins exposé sur les shorts ou sur les longs, mais sans jamais être exposé à 100% sur un des deux paniers. Voilà. Donc, et on peut remarquer ici que sur la période observée dans le backtest, eh bien, selon le hedge ratio, donc alpha, donc selon si on a 25% qui sont couverts via des shorts, ou 50 ou 75, ou bien 1, si la valeur de notre panier long est égale à la valeur de notre panier short, on va avoir des rendements annualisés ici qui seront différents. 62% comme présenté plus haut, parce que sur la période
c'était à peu près ce qu'il y avait de plus optimal. Ok. Mais on voit très bien que avec un hedge ratio à 50%, donc 0,5 ici, on a un rendement annualisé de 97%. Ok. Encore une fois, entre 2024 et 2026. Par contre, on va avoir un drawdown qui sera plus élevé, moins 26%. Et le tout dans une stratégie, peu importe quelle qu'elle soit, c'est quand même de minimiser le drawdown, ou en tout cas de maximiser, si vous voulez, le ratio rendement drawdown. Donc concrètement, on oscille entre 0,25 et 0,5 sur cette période-là. On peut avoir de très bons résultats. On voit aussi, par exemple, ici, que si on se met, par exemple, si j'avais 100 000 dollars dans le panier long et 100 000 dollars dans le panier short durant la période 2024-2026, j'aurais réalisé 167% de performance. Ok. Par contre, avec un drawdown de 57%. Et là, un drawdown de 57%, ça commence à être assez compliqué. Surtout, voilà, donc pour des stratégies qui resteront flexibles avec des retraits à tout moment, ça peut poser potentiellement problème. Nous, on a dans nos politiques d'investissement, on veut rester sur un drawdown aux alentours des 20%. Donc voilà, plutôt dans cette fourchette-là, d'où les revenus qui peuvent osciller entre 60 et 90% environ. Alors, est-ce que on va, avant de continuer, je vais vous demander si vous avez des questions sur la partie, si vous avez bien compris le hedge ratio et la couverture, qu'est-ce que c'était? Voilà, s'il n'y a pas de questions, je continue, mais n'hésitez pas, hein, mais il y a pas de questions idiotes. Donc voilà, donc je répète, la couverture, donc voilà, vous êtes habitué aujourd'hui avec la stratégie delta neutrale. Bah, une stratégie delta neutrale, elle est couverte à 100%. Donc une stratégie directionnelle, elle peut être couverte entre 0 et 100% également si on veut passer en neutre. Mais typiquement, on va avoir une couverture inférieure à 100%. Ok. Pas de questions, très bien. Je continue. Donc, comment se construit le panier short? Donc, le critère de sélection, c'est pas le secteur, ok, mais c'est plutôt le profil. On regarde vraiment de manière discrétionnaire chaque crypto, son secteur bien évidemment. Est-ce qu'elle est dans le RWA? Est-ce qu'elle est dans plutôt les jeux vidéo blockchainisés? Et on a une analyse sectorielle, mais on finit, les derniers choix se font uniquement par choix enfin, les derniers choix se font, pardon, au cas par cas, je dirais. Donc, sur chaque crypto, on va vraiment évaluer chaque revenu, chaque frais généré par le protocole, les demandes, les offres et surtout les levées de fonds aussi également qui ont été faites ou qui vont se faire. Et donc, on peut voir que, voilà, par exemple, le secteur des meme coins, en rendement cumulé, moins 5,9%, c'est très très bas. Surtout quand on sait qu'il y a des meme coins qui sortent tous les jours. Donc voilà, les meme coins, c'est pas ce qui va être spécialement dans notre panier short. Pourquoi? Parce que c'est très très volatile. Et même si on a un biais baissier dessus, c'est très très dur de venir se placer de manière directionnelle avec une forte conviction sur ce genre d'asset. Nous, on va plutôt aller chercher des tokens, par exemple, des blockchains, okay, des blockchains qui ne sont pas utilisés, qui font, admettons, 500 dollars de revenus par jour. Ok, bon, ces blockchains-là, quand on voit un projet qui fait 500 dollars de revenus par jour, mais que sa crypto est valorisée à 200, 300, 500 millions de dollars, eh bien, là, ça devient intéressant. Bien sûr, pas uniquement avec ce critère-là, mais en tout cas, on peut le mettre dans nos scopes de recherche pour pouvoir potentiellement ouvrir un short sur ce type d'actif-là. Ok. Donc, comme je le disais, on a écarté quand même deux classes d'actifs, dont les meme coins, parce qu'ils sont beaucoup trop volatiles. Il suffit d'un tweet pour que la valeur de meme coin double, triple en moins d'un jour. Donc, c'est pas intéressant pour nous, surtout sur une stratégie où on veut venir contrôler le risque. Et on a aussi écarté également les altcoins établis. Les altcoins établis, donc typiquement ADA, AVAX, Atom, des gros projets, même si néanmoins ils ont subi des grosses baisses, ok, donc ils peuvent être à moins 90% de leur précédent plus haut, mais voilà, ils bénéficient néanmoins d'une grande communauté encore, de support aussi également au niveau d'investisseurs. Donc c'est quand même des projets qui restent solides sur les fondamentaux, même si potentiellement on peut avoir des revenus qui ne tiennent pas la route par rapport à la valorisation de ces cryptos-là. On les écarte, tout simplement. On ne prend pas de risque dessus. Euh,
Donc, la couverture, elle n'est pas seulement là pour ajouter du rendement, parce que du coup, le fait de se couvrir et d'avoir un panier short, ça veut dire que demain, il y a une grosse baisse de marché, bah, notre panier short va en bénéficier, on va pouvoir fermer des positions en profit. OK. Et demain, il y a une grosse hausse de marché, bah, notre panier long, le BTC, Hype, Monero potentiellement aussi, ou d'autres cryptos qu'on jugera bénéfiques d'ajouter à ce panier-là, vont bénéficier de cette hausse de marché. OK. Et donc, ça, c'est le premier point pour avoir de notre mécanisme de couverture et la première valeur ajoutée. Mais la deuxième, c'est surtout qu'elle améliore le risque. Okay, donc, beaucoup moins de volatilité au niveau du drawdown. Et on voit que là, par exemple, on compare, je vous ai fait une comparaison, donc sur la même période avec les mêmes data observées, on regarde que si j'étais longue uniquement sur cette période-là, eh bien, on aurait un rendement cumulé de 124%, ce qui est très très bien, ok, avec un rendement annualisé de 30%. Par contre, un max drawdown de 23%. Sur notre stratégie, le Dynamic Hedge Ratio, on a un rendement cumulé qui est supérieur avec un maximum drawdown qui est inférieur. Et donc, c'est là où on voit qu'on a vraiment une stratégie avec un avantage comparé à si on voulait juste faire un panier de 50 cryptos et les détenir, les hold, si vous voulez, pendant quelques années. Ok. Les fundings, bien entendu, sont pris en compte, les frais également. Voilà, c'est des facteurs qu'il faut maîtriser pour toute stratégie. Euh, voilà, donc au niveau des rendements cumulés, 261%. Donc rendement cumulé, hein, pas annualisé, bien sûr. Donc annualisé 62. Donc cumulé si vous laissez tout l'argent investi sur la période entre 2024 et 2026. D'accord, avec un maximum de drawdown de 14,4%. Voilà pour ce qui est de la distribution et pourquoi on se place tout simplement pas à 100% en long quand on pense que c'est haussier ou bien 100% en short quand on pense que c'est baissier. Le postulat de la stratégie, c'est aussi d'assumer et de prendre en compte le fait que le biais de l'opérateur, du trader, peut être faux. Donc, quand il est faux, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Là, c'est là où intervient le hedge. Donc, l'avantage, encore une fois, on cherche, nous, des avantages structurels et pas d'avoir des boules de cristal pour essayer de prévoir quelle crypto va monter ou va baisser. C'est vraiment une analyse pure fondamentale sur plus de 170 cryptos actifs qui nous a permis aujourd'hui. Donc, ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ce produit-là. Donc, avec de nombreux backtests, hein, on a aussi des backtests depuis 2018-2017. Mais une petite précision sur les backtests, voilà, c'est souvent un argument de vente qui est mis en première ligne par tout gestionnaire de fonds, mais c'est pas forcément le plus pertinent. Je m'explique pourquoi. On peut très bien faire un backtest là cette année en 2026 ou entre 2024 et 2026 et avoir de très bons résultats, ok, avec des paramètres précis, un hedge ratio de 25% par exemple, 0,25. Mais entre 2017 et 2021, on a des résultats qui sont complètement différents. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle des régimes de marché qui sont différents. Un régime de marché, c'est tout simplement une trend, une tendance qui est différente, des acteurs qui sont différents. Aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup plus d'acteurs institutionnels qui sont implantés dans les marchés crypto, beaucoup plus que l'on avait lors des années 2017, 2018 jusqu'à 2021. Et entre 2021 et 2023-2024, on a eu vraiment l'afflux de ces institutionnels qui est en train de se renforcer de jour en jour. Et donc, un nouveau régime de marché, d'autres acteurs, d'autres liquidités, d'autres tendances de fond, la macroéconomie aussi qui change derrière, des guerres qui peuvent apparaître, comme dans le Golfe, enfin comme en Iran. Et donc tout ça, ce sont des facteurs qui vont venir jouer sur les différents régimes de marché. Et donc, quand on fait un backtest, il faut bien faire un backtest qui est cohérent avec le régime de marché dans lequel on est. Okay. D'ailleurs, cette stratégie aurait très très bien performé aussi pendant la guerre, notamment grâce au panier short. Okay. Donc voilà de ce qui est à peu près de la stratégie directionnelle, du dynamic hedge ratio. Donc bien comprendre, la stratégie, elle se découpe en deux paniers de biens. Un panier de biens où on va être baissier. Ok, ce panier de biens, il va être composé de plein d'actifs. On va venir se diversifier au maximum sur le panier short pour éviter qu'une hausse soudaine des marchés
ou qu'une hausse soudaine d'un des actifs du panier short vienne affecter le PNL grandement. Okay, si on a 40 positions en short et qu'il y a une de ces cryptos-là qui a une baisse, qui a une hausse pardon, de 20%, donc eh bien, on va juste fermer cette position-là, on va taper notre stop loss et on aura toujours nos 19 autres positions short qui seront ouvertes et là pour pouvoir générer du profit dans le cadre d'une baisse. Et le panier long, ça va être un panier qu'on va construire. Voilà, on est sur des très bons prix aussi de Bitcoin, 60 000 $ pour le Bitcoin avec un plus haut à 120 000. C'est très intéressant de commencer à acheter du Bitcoin sur la durée maintenant. Donc nous, c'est ce qu'on va venir construire en achetant du Bitcoin sur le marché spot et avec du levier aussi également, mais toujours avec un risque contrôlé. Et donc, sur les 3, 4, 5 prochains mois, on va avoir encore un marché qui va, je pense, aller chercher de nouveaux plus bas, ce qui va nous permettre d'acheter du Bitcoin à meilleur prix, tout en bénéficiant de nos shorts qui vont, eux, nous générer du profit, pendant qu'on achète ce Bitcoin à très bas prix. Et lorsqu'on aura une remontée des marchés, bien, première chose à faire, on va diminuer notre hedge ratio, c'est-à-dire augmenter la part du capital qui sera allouée au panier long et bénéficier tout simplement de la hausse de prix sur le Bitcoin et sur les top assets qu'on aura sélectionnés. Euh, Bien entendu, il y aura la liste de toutes les assets qu'on sélectionne. Vous verrez les positions en live, encore une fois, sur Hyperliquid. Mais vous aurez aussi une liste qui sera mise à jour toutes les semaines ou toutes les 2 semaines sur les cryptos qu'on a choisis dans le panier short et dans le panier long. Okay. Donc voilà, donc maintenant on peut passer aux questions. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux réexpliquer ce qu'est un drawdown pour les membres débutants? Merci d'avance, Giovanni, pour la réponse. Pas de souci. Donc, un drawdown, ce qu'on appelle un drawdown, c'est tout simplement la baisse maximale qu'il y a eu entre un nouveau plus haut du portefeuille et un plus bas. Demain, on lance la stratégie, on fait un bénéfice de 10%. Okay, admettons qu'on a 1 million de dollars qui soit déposé sur la stratégie, on fait un bénéfice de 10%. D'accord, donc 100 000 $ de bénéfice. Si on redescend à, admettons, 900 000 $, eh bien, le drawdown, ça va être la distance entre ces 1 million 100 000 $ et ces 900 000 $. Okay, donc, ce qu'on appelle peak to valley. C'est tout simplement le point le plus haut du portefeuille avec son point le plus bas successif, juste après. Donc, c'est vraiment, quand vous regardez une stratégie, il faut toujours déjà regarder les rendements annualisés, ok, et pas les rendements journaliers ou hebdomadaires ou mensuels. Ça vaut rien sur des stratégies d'investissement, ok. Et comparer ce rendement annualisé à un drawdown. Si vous avez un rendement annualisé de 200%, mais que vous avez un drawdown de 300% ou de 190%, eh bien, c'est pas une stratégie qui est intéressante. C'est une stratégie qui est très, très, très risquée. Ok. Et donc, avec les probabilités de gain ou de perte, vous avez de grandes chances, au moment où vous voulez retirer vous, d'être en perte, okay, et de devoir la réaliser. Alors, c'est pas un bot de sniping, non, c'est pas un bot de sniping. Un bot de sniping en crypto notamment, ou même au marché traditionnel, ça va être un bot qui va acheter une crypto au moment où elle sort. Et quand je dis au moment où elle sort, c'est-à-dire la manière la plus rapide possible. Donc, on va juste sur les millisecondes pour tout simplement se placer avant que le marché commence à acheter cette crypto-là. Okay. Nous, c'est pas du tout du sniping parce que justement, on doit faire une analyse approfondie du projet, de la crypto, de sa valorisation, avant de pouvoir se placer. Ok. Et sur la deuxième partie de ta question, est-ce qu'on a des TP et des SL? Donc TP pour Take Profit. Donc Take Profit, c'est quoi un ordre Take Profit? C'est tout simplement un ordre qu'on place sur une position. Voilà, j'ai ouvert un long sur le Bitcoin de 100 000 $. Ça, c'est la taille de ma position. J'ai ouvert ce long-là au prix actuel, à peu près 64 000 $. Je vais mettre un take profit quand le Bitcoin aura atteint les 80 000 $. Donc, lorsque le Bitcoin sera passé de 64 à 80 000, automatiquement, la position va se fermer. Bien entendu, on a ces ordres-là qui sont paramétrés pour chaque position, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc, stop loss, vous l'aurez bien compris, c'est pour stopper la perte et donc c'est l'ordre inverse d'un take profit. Donc, voilà. J'espère que ça répond à ta question. Super.
Ponos, vous avez une question? Est-ce que vous pouvez activer votre micro si vous voulez, hein. Hop. Voilà, c'est bon, le micro est activé normalement. Ok, ouais, super, merci. Merci Giovanni. Donc vous allez définir un ratio qui est à peu près de 0,25 de ce que j'ai compris. C'est ça C'est un ratio. qui est le plus efficace? C'est le ratio sur la période observée qui a été le plus efficace. Par contre, Ok, c'est un ratio qui est dynamique, d'où le nom de la stratégie, Dynamic Hedge Ratio. Aujourd'hui, là, quand on va sortir la stratégie mercredi prochain, on va plutôt être sur un ratio entre 0,50 et 1. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché baissier qui est marqué depuis maintenant plusieurs mois. Et donc, ça nécessite le fait de prendre moins de risques sur la partie longue. Et donc, plus le marché va commencer à se retourner, et bien plus on va venir diminuer ce hedge ratio, donc diminuer la part du portefeuille qui est placé dans les shorts. ouais, c'est justement un peu la deuxième partie de ma question. Donc, comme le marché il évolue, donc par exemple le panier long, mettons qu'on est en décembre, janvier, on repart sur un marché haussier. Donc le panier long va augmenter en taille, le panier short devrait baisser, si je comprends bien. Donc du coup, il va y avoir ce ratio qui va évoluer avec l'évolution du marché. Et du coup, est-ce que, du coup, comme tu disais, là, vous surfez sur cette tendance-là, ou alors vous ramenez à 0,25, enfin vous rééquilibrez, vous rebalancez pour comment dire, dans votre stratégie, ou est-ce que vous allez justement surfer sur le fait que le marché il est haussier, du coup ça fait baisser le ratio de manière mécanique? C'est ça, c'est que de manière mécanique, lorsque le marché est haussier, on va mécaniquement baisser le ratio. OK. Mais dès qu'on a une tendance marquée, c'est-à-dire que si on ajuste le ratio tous les 2 jours, bien forcément ça marche pas. OK, parce qu'on ne peut pas prévoir le marché. Dès qu'on a une tendance marquée, par contre, on réajuste le ratio, mais ce ratio-là, il est borné. OK, on ira, je pense, pratiquement jamais en dessous de 0,25. C'est déjà une grosse exposition longue. Euh, Mhm. donc, euh, donc voilà, à ce Ok. niveau-là. Et sur le back-office, enfin sur le dashboard plutôt, comment ça va se marquer? Parce qu'il y a Active Yield pour l'arbitrage delta neutre, et pour Vous cette aurez une nouvelle partie. stratégie. C'est ça, il y aura une partie complètement différente. En fait, l'idée, c'est que voilà, l'investisseur, quand il arrive sur Artena, il ait ses deux balances. Donc, sa balance qui est posée dans la stratégie d'arbitrage, sa balance qui est posée dans la stratégie directionnelle, et puis il peut faire ses transferts quand il veut, mais les deux performances seront bien séparées. Il pourra D'accord. évaluer les deux stratégies de manière différente. Il n'y a aucun souci. Ok, super. Ouais, la nuit est tombée, on ne voit plus beaucoup en fait. Si, Ah, je sais pas. ah ouais, tu peux m'allumer la lumière, Igor? Ah non, c'est bon. Voilà, ah, ça Ah, devrait être bon. Ah, j'ai mis toutes ah, les lumières. super, parfait. Merci. Alors, question de Mathis. Peux-tu nous redire ce qu'est la stratégie au plus simple STP pour bien comprendre le sens? La stratégie est un ratio long-short des paniers triés. Ce ratio dynamique fluctue selon vos observations des tendances. Eh bien, écoute, tu as limite répondu à ta propre question, mais c'est bien ça. Donc, pour résumer simplement, nous, on a une stratégie directionnelle, c'est-à-dire qu'on va miser sur une direction du marché. Soit on a un biais haussier, soit on a un biais baissier. Par contre, la particularité de la stratégie, c'est qu'on n'est jamais 100% exposé à la hausse ou à la baisse. Comment on fait ça? On a deux paniers, tout simplement. Un panier de biens short qui va être composé de 20 de 20 ou plus de crypto, et un panier long, donc un panier haussier, qui va être composé de beaucoup moins de crypto. Pourquoi beaucoup moins? Parce qu'on va se concentrer sur des cryptos qui ont une qualité et vraiment qui ont prouvé dans le temps. Ok. Et donc, c'est comme ça qu'on va venir ajuster nos rendements par rapport à la tendance générale du marché. C'est pas une stratégie qui va venir trader voilà, tous les jours et prendre énormément d'opérations. C'est une stratégie qui va construire ses paniers short et longues sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Ok, augmenter les tailles petit à petit. Ok, demain, on a 100 000 dollars posés sur la stratégie. On rentre pas les 100 000 dollars du premier jour. Impossible, ni la première semaine. Pourquoi? Parce qu'on laisse le marché maturer et on laisse tout simplement, on profite, on fait un petit peu comme du dollar cost average, aussi bien sur le panier long que sur le panier short. Okay. On n'a pas une, on n'a pas une, c'est pas une notion où on va venir, voilà, fixer des prix butoirs. On veut rentrer à ce prix-là exactement. Non, on veut rentrer sur cet actif-là, que ce soit en short ou en long, sur un intervalle de temps de 2 semaines, 3 semaines, un mois.
Donc voilà, j'espère que c'est résumé assez simplement, mais comme tu dis, donc la stratégie, c'est un ratio long-short sur des paniers triés, ok? Et ce ratio dynamique fluctue selon la tendance du marché ou selon vos observations des tendances. Question de Floki, merci Giovanni. Ce serait top que toutes les personnes actuelles présentes sur les zones partagent leur ressenti sur la stratégie directionnelle. Et l'explication de Giovanni dans le groupe Telegram permettrait de montrer aux autres membres ce qu'ils ont manqué et de leur faire prendre conscience de l'importance d'être présent lors de ces formations. Excellente remarque Floki. Et le Zoom est de toute façon record aussi également. Et aussi ce qu'il faut retenir, donc pourquoi aujourd'hui on a cette nouvelle stratégie-là qui est complètement différente de la stratégie d'arbitrage, c'est justement, voilà, c'est comme ça qu'un fonds d'investissement prospère sur le long terme. C'est pas avec une stratégie ou deux qui ont le même type, c'est justement avec plusieurs stratégies qui ont des profils de risque différents. Et donc ça permet à l'investisseur de non seulement placer son argent en quête et dans des stratégies qui sont qualitatives, mais aussi d'arbitrer les rendements du fonds. Ok. Demain, il se peut que la stratégie directionnelle marche un peu moins bien pendant X temps. Par contre, la stratégie d'arbitrage va cartonner, ou bien vice-versa. Okay, et donc, ça permet à l'investisseur, s'il a tout simplement des billes dans les deux paniers, eh bien, de profiter de ces rendements-là de manière périodique. Et donc, d'avoir une meilleure rentabilité sur le long terme. Et surtout, très important, diminuer la volatilité de son risque. Okay, donc, en fait, avoir une courbe beaucoup plus stable. Et donc, typiquement, pour un investisseur lambda, moi, ce que je conseillerais qui ne veut pas prendre beaucoup de risques, c'est potentiellement de mettre 80% ou 70% dans la stratégie d'arbitrage et 30% dans la stratégie directionnelle. Voilà. Une personne qui veut un peu essayer de prendre un peu plus de risques, elle peut passer sur un 50-50 ou un 60-40. Ou bien une personne qui veut tout simplement aller prendre du risque sur peut-être des plus petits capitaux ou plus gros, selon ses besoins, selon son aversion au risque. Elle peut très bien décider aussi de rester sur la stratégie directionnelle à 100%. Nous, ce qu'on conseillera, et de toute façon ce qu'on fera, lorsqu'il y aura des grosses périodes de rendement, parce que c'est ce qui va arriver, il y aura des semaines où voilà, il y aura des gros résultats sur la stratégie directionnelle, eh bien, on avisera les personnes aussi de pouvoir retirer aussi, donc de retirer tout simplement les gains qui ont été faits et potentiellement de venir les placer, travailler tranquillement dans de l'arbitrage et quand ils en ont besoin, de pouvoir les reprendre, de les remettre dans la stratégie directionnelle. Moi, c'est vraiment ce que je conseille et ce que les gens ont tendance à oublier, même dans les fonds. Alors, un fonds, forcément, dans la majorité du temps, il ne va pas vous dire de retirer votre argent lorsque vous avez fait des gains, parce que voilà, il est payé aux frais de management, etc. Mais la meilleure pratique, c'est quand même celle-ci. C'est que, OK, vous déposez de l'argent dans une stratégie quelconque, mais lorsque vous faites du profit, c'est bien de retirer une partie de vos profits, d'attendre un petit peu, OK, que la stratégie dans laquelle vous étiez exposé refasse des gains ou même fasse des pertes, et de revenir se placer. OK. Et donc, il faut aussi, entre guillemets, voilà, arbitrer entre exposition dans la stratégie et pas d'exposition. Comment la stratégie distingue-t-elle une vraie pression vendeuse? Il y a la dilution programmée, une simple baisse temporaire du marché, et quels indicateurs permettent de valider qu'un actif doit définitivement entrer dans le panier short? Très bonne question, Elios. Alors, il y a différents, donc on a à peu près une trentaine d'indicateurs, donc de notations qu'on fait sur différents ratios qu'on calcule sur ces actifs-là lorsqu'on veut les placer dans le panier short, par exemple. Et donc, la grosse majorité, c'est une analyse fondamentale. Donc, on regarde aussi bien les flux sectoriels qu'il y a. Donc, la crypto, si ça fait partie, je sais pas moi, du RWA, ben, on va regarder comment se passe comment va le secteur du RWA. Ensuite, on va zoomer petit à petit sur la crypto. On va commencer à s'intéresser aux levées de fonds. Okay, on a aussi classé et noté les VC, donc les venture capital, les entreprises qui investissent dans ces cryptos-là. On les a notés. Comment est-ce qu'on les a notés? Bah, tout simplement, voilà, on a pris un VC, voilà, on l'appelle VC A. Et bien, on regarde tous les projets sur lesquels il a investi et on regarde tout simplement comment les prix de ces actifs-là ont évolué. Ça me donne aussi une indication qualitative sur les investisseurs qui backent le projet. Ça rentre en compte dans la notation. Et on regarde bien entendu les revenus qui sont générés comparés à l'inflation de la crypto. Donc, comment est-ce qu'on calcule une inflation d'une crypto? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, donc une crypto, comme le Bitcoin par exemple, il y a des cryptos qui ont une inflation. Qu'est-ce que c'est?
Ça veut dire que l'offre de crypto sur le marché, ok, donc si vous voulez, le nombre de cryptos qu'il y a sur le marché va croître petit à petit, d'année en année, ou de mois en mois, ou de semaine en semaine. Ok, ça, c'est le mécanisme d'émission de nouvelles cryptos fait par le projet. Bitcoin, notamment, son inflation, elle est calculable très facilement. Vous allez regarder les rewards, donc les récompenses qui sont données aux mineurs du réseau Bitcoin. Ça, c'est l'inflation du réseau Bitcoin. Donc, il y a des cryptos, la majorité des cryptos aujourd'hui fonctionnent avec des inflations qui sont assez élevées. Pourquoi? Parce que ça leur permet de sortir peu de cash au début, avoir une crypto énormément valorisée et de redistribuer des récompenses dans leur crypto. Ça leur coûte rien. C'est des cryptos qui créent, qui les émettent à partir de rien, entre guillemets. C'est comme voilà, une émission d'action, si vous voulez. Vous cédez des parts, mais ça vous coûte pas d'argent. Okay, c'est justement là pour vous en rapporter la majorité du temps. Donc, l'inflation de chaque crypto, c'est aussi ce qu'on regarde grandement. Voilà. Et aussi, également, lorsqu'on rentre une crypto dans un panier short, elle n'est pas définitivement dans le panier short. On n'est pas, voilà, c'est pas une décision binaire. On peut très bien la sortir du panier short pour X ou Y raison. S'il y a une relance du projet, le projet a suivi par exemple un rachat d'une autre boîte qui va réinjecter de nouveaux capitaux, et bien là, forcément, on va venir se déposer et sortir cette crypto du panier. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Elios. Euh, Malheureusement, si on passe en revue là les 30 indicateurs qu'on a développés pour noter, pour faire notre système de notation de ces cryptos-là, il nous faudrait à peu près 4 heures de call. Mais dans le prochain call, on pourra petit à petit, je pense surtout dans la partie académie, où il y aura une session dédiée à comment évaluer un projet crypto et regarder si cette crypto-là, elle est overpricée ou underpricée. Ok. Selon des mécanismes de notation qui sont plus ou moins discrétionnaires, selon les secteurs. Voilà, il y a des données aussi qu'on a et qu'on n'a pas sur certaines cryptos. Toutes les levées de fonds ne sont pas publiques sur chaque crypto. Donc, on doit aussi traiter de la qualité des données qu'on a. Comment mesurez-vous le seuil à partir duquel les revenus d'un protocole compensent suffisamment l'inflation pour que le token reste structurellement intéressant? Bien sûr, ça, on y fera dans l'académie, mais je peux quand même te répondre. Alors, les revenus, on regarde, euh, mais c'est pas uniquement ce qu'il faut regarder. Donc, une entreprise crypto peut faire énormément de revenus. Ok, elle peut générer 1 million de dollars par mois de revenus. Néanmoins, un token qui va à zéro. Pourquoi? Parce que ces revenus-là ne sont pas réinjectés dans la valorisation du token. Ou bien, deuxième option, ce token-là n'a pas d'utilité dans le protocole. Donc en fait, les personnes qui utilisent le produit derrière n'utilisent pas le token. Ok, ou ne voient pas d'intérêt d'être exposé à ce token-là. Donc, c'est comme ça qu'on évalue. Et on fait un ratio, si tu veux, avec le revenu et qu'est-ce qui est réinjecté de manière directe ou indirecte, soit via des buybacks, ou soit via d'autres mécanismes qu'ont mis en place les protocoles pour soutenir certains niveaux de prix. Par exemple, Hype, on sait que voilà, la majorité de leurs fees, tout simplement les frais de transaction qui sont générés sur Hyperliquid, eh bien, sont réinjectés dans le token sous forme de buyback. Dès qu'ils génèrent des frais, ils rachètent le token au prix du marché et ils le bloquent. Voilà, tout simplement. Tu t'es formé où pour savoir tout ça? Bah écoute, sur le terrain majoritairement, mais voilà, j'ai une formation quand même en monnaie, banque, finance à Panthéon Assas à Paris. Et puis aussi un MSI que j'ai commencé à la Défense, en master scientifique en finance. Mais voilà, traditionnel. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le marché de la finance décentralisée, les cryptos, c'est vraiment une classe d'actifs qui est assez particulière et il n'y a pas forcément les mêmes codes qu'on pourrait retrouver sur de l'analyse fondamentale dans le marché des actions ou d'autres classes d'actifs qui sont beaucoup plus connues. Donc voilà, après de nombreux rounds d'investissement à travers différentes cryptos, euh, on a pu, on a pu arriver aujourd'hui à un système de notation qui tient la route.
Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à la majorité euh, de ces questions-là? Donc pour rappeler, euh, euh, la stratégie directionnelle sera disponible normalement mercredi. Vous devrez avoir l'annonce officielle sur les canaux Artena dans les prochains jours. Euh, et donc, dès à partir de là, vous pourrez déposer. Il n'y a pas de minimum dépôt aussi, hein. Ça sera 50 $, comme pour toutes les autres stratégies. Et les modalités précises seront communiquées dans le prochain article d'Artena qui sortira. Ah, Ponos, une autre question. Hop, ah, voilà, c'est Ouais. bon, je pense que le micro est ouvert là. Parfait. On le fait ensemble, oui, oui, voilà, merci. Je veux savoir justement, vous avez dû vous taper une belle base de données pour faire les choix de ce que vous allez mettre dans le panier short. Mais du coup, est-ce que c'est purement humain ou est-ce que vous avez entraîné une IA, par exemple, pour gérer toute cette masse d'informations? Ah non, bien sûr, on n'a pas, on a regardé chaque projet un à un avec des humains, mais en premier temps, ce qu'on a fait, c'est on a récupéré les données euh, là où il fallait les trouver, que ce soit les levées, etc. Enfin, tous les types de données qu'on pouvait avoir. On les a process ensuite dans un algorithme qui notait via tout simplement des moyennes, des métriques qu'on avait fait sur ces cryptos-là. Et ensuite, à la fin, on a écarté certaines cryptos, on a rajouté certaines avec un contrôle humain. Comme ça que ça s'est passé et c'est comme ça que ça se passera la majorité du temps. Et du coup, vous donnez un rythme régulier pour rechecker Toutes les semaines, on met à jour de notre côté nos analyses fondamentales sur ces cryptos-là. Et on a aussi, bien sûr, des canaux automatisés. Nous, on a voilà, notre force de frappe, c'est vraiment la force de développement, donc les algorithmes. Donc, au niveau des news, des flux, des canaux de news de tel ou tel crypto, de tel ou tel secteur, on a des alimentations constantes. Et d'ailleurs, potentiellement, on avait parlé de ça avec Charles, on fera peut-être un canal de news automatisé sur Artena, donc que vous pourrez avoir accès pour les membres du club tout simplement. Donc aussi bien des news sur la géopolitique, sur la macro, etc. C'est pas que des news sur les nouvelles cryptos ou dire quelle crypto a performé. Ça c'est pas très intéressant. C'est plutôt des news, par exemple, sur la régulation et s'il y a des impacts potentiels sur tel ou tel secteur, des news sur des levées de capitaux, des flux, des ETF, ce genre de choses. Et sur la dernière question, et je t'embête plus, Il n'y a pas de souci. concernant le dashboard, vu que c'est quand même une stratégie plutôt moyen terme quand même, c'est pas une stratégie court terme, est-ce que, en investissant dans cette stratégie-là, il y a une durée minimum, ou est-ce que ça va être assez libre pour le client, du coup, de Ça va, rentrer et de sortir? ça va être libre pour le client parce que voilà, on ne sait jamais, une personne peut avoir besoin de liquidité. Par contre, tu l'as très bien souligné, c'est pas une stratégie court terme. Donc nous, ce qu'on va conseiller grandement au client, et puis ça sera noté sur le dashboard, etc. Il y aura des petits tutos. C'est quand même de laisser travailler ces fonds quelques mois pour avoir de vrais résultats. Parce que sur ces stratégies directionnelles-là, il suffit d'un rallye haussier pour aller chercher de la perf, faire du 10, 15, 20% sur, sur un mois, 2 mois ou 3 mois. Donc, il faut, pour ça, laisser le temps déjà au portefeuille de construire ces deux paniers. C'est comme j'ai dit auparavant, on rentre pas day one sur tous nos actifs avec tout le capital. Donc, faut laisser voilà un petit mois déjà pour construire le portefeuille. Et une fois que ce portefeuille-là est construit, le laisser maturer et ensuite empocher ses résultats. OK, merci bien. Merci pour les compliments, John Doe. Je ne demande pas autant, mais en tout cas, si je suis relativement clair, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et dans tous les cas, lorsqu'on relancera la stratégie, lorsqu'on lancera pardon, la stratégie mercredi, euh, peut-être qu'on refera un autre Zoom pour les personnes qui n'ont pas pu y assister ou qui n'ont pas pu avoir la rediffusion, ou si vous avez tout simplement d'autres questions. La thèse d'investissement sera publiée ce week-end sur Artena. Donc, comme ça vous laissera le temps de la lire, de bien regarder toutes les métriques, d'aller faire vos petites due diligence, voilà, de questionner un peu. Franchement, je vous conseille, hein, vous avez des IA aujourd'hui, allez regarder un petit peu, allez challenger un petit peu le document. Voilà, allez essayer un petit peu de piquer sur
sur cette thèse d'investissement-là. Pas pour nous embêter, mais tout simplement pour augmenter votre niveau de compréhension sur la stratégie. En faisant ça, bah, vous serez un investisseur, un meilleur investisseur, tout simplement, pour vous et même pour nous-mêmes. Aucun problème, Max. Il y a la rediffusion et on refera un Zoom le mercredi au moment du lancement. Je pense avec tous les leaders aussi qui seront présents pour cette stratégie-là. Et on refera une session FAQ. Et comme ça, tout le monde aura pris le temps de pouvoir lire la thèse d'investissement tranquillement ce week-end jusqu'à mercredi. Euh, et voilà, comme ça, on aura des questions euh, aussi pertinentes que Ponos. Oui, il y aura du contenu aussi également. Très bonne idée, Cyril. C'est prévu sur la stratégie, des petites vidéos, petits formats, comme on a pu le faire dans le passé sur l'arbitrage, qui expliquent ces stratégies directionnelles-là. Eh bien, écoutez, on a fait à peu près le tour. Merci à tous, merci pour vos questions, merci d'avoir assisté au call. On a quand même été 40 aujourd'hui, hein, donc en plein milieu de semaine. Et puis, je vous donne rendez-vous ce week-end pour le call hebdomadaire, la thèse d'investissement qui sera publiée également ce week-end. Et mercredi prochain, vous aurez l'annonce sous peu dans les canaux officiels d'Artena pour le lancement de la stratégie avec un nouveau Zoom pour répondre aux autres questions. Bonne soirée à tout le monde. J'espère que ça vous a plu et puis on se revoit très vite dans quelques jours. Allez, bonne soirée. Au revoir tout le monde.